Bonjour à tous. Oups, un peu fort. On va ouvrir donc cette 11e conférence sur l'économie circulaire. Je suis Fanny Demullier de la Fondation Veolia. Et je vous remercie au nom de la Fondation d'être présent ce soir avec nous à la recyclerie. C'est ici qu'on a choisi de vous proposer ce cycle de conférences qui s'adresse aux jeunes, donc étudiants, citoyens. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas dans le détail et qui n'auraient pas vu la petite vidéo brute qui vient d'être faite, qui a déjà eu 3 millions de vues, je pense qu'elle vous en dira plus qu'un long discours sur la philosophie du lieu et tout ce qu'elle propose. Donc ces conférences, elles s'adressent, comme je disais, aux étudiants. On a choisi de vous parler d'économie circulaire parce que c'est véritablement un thème qui va parler de la préservation des ressources, de la limitation de la pollution. Il y a des enjeux énormes, économiques, sociaux, environnementaux. Ça concerne énormément de sujets et donc ces conférences, il y en a 4 par an. On peut peut-être aller sur donc les différents thèmes. C'est la 2e de l'année 2018. On a démarré le cycle en parlant de connexion, parce que la connexion, c'est vraiment ça qui va relier les acteurs du territoire, qu'il s'agisse de citoyens, d'entreprises, de collectivités, sur l'ensemble des sujets. Donc ça, vous retrouverez ces contenus et on y reviendra sur notre cycle clinique circulaire pour ceux qui n'auraient pu être présents. On va aujourd'hui vous parler d'alimentation. Je vais y revenir, mais l'alimentation, c'est un sujet clé puisque c'est 30% de l'impact gaz à effet de serre. C'est évidemment un sujet lié à la santé. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'environnement. Quand on parle de climat, on parle beaucoup de transport, on parle beaucoup de bâtiments. On oublie souvent de parler d'alimentation et on n'a pas conscience de l'impact de notre consommation, des modes de production, et on a envie de partager ça avec vous ce soir. On parlera au mois de septembre de mode de vie durable, donc comment les citoyens peuvent aussi agir plus largement au-delà de l'alimentation. Et enfin, on conclura le cycle en parlant plus généralement des ressources et comment mieux les gérer. Donc ces conférences, on a choisi, on a la chance surtout d'avoir un parrain prestigieux qui est Dominique Bourg. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. C'est un philosophe. Il est enseignant à l'Université de Lausanne et il a vraiment une expertise très pointue sur les sujets d'environnement et d'économie circulaire. Il viendra pour la dernière conférence du cycle clôturé. Il sera là physiquement, mais là, il interviendra à travers un petit message vidéo. Ce qu'on a choisi aussi dans les 4 conférences de l'année, c'est à chaque fois de donner la parole à une partie prenante différente, qu'il s'agisse d'une ONG, d'une collectivité, d'une start-up, de citoyens. On avait la mairie de Paris pour ouvrir le site pour la première conférence. On a aujourd'hui avec nous une start-up très innovante et une association qui se mobilise sur les sujets d'alimentation. Donc aujourd'hui, plus concrètement, vous aurez avec vous, pour vous parler d'alimentation et d'économie circulaire, Amélie Rouvin, qui est donc expert économie circulaire au sein de la direction développement durable de Veolia. Vous avez également Xavier Corval, qui est le président fondateur de cette start-up dont je parlais, qui s'appelle Ecosphère, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez également Carlotta Vicente de l'Institut national de l'économie circulaire, donc qui est partenaire de ce cycle de conférences. Et l'Institut, comme son nom l'indique, est entièrement dédié à ce sujet et elle vous en dira plus sur l'organisme. Et on a également Jean-Luc Fessard qui a créé l'association Bon pour le climat. C'est aussi le lauréat de notre prix du livre environnement de la Fondation Veolia. Donc je l'ai amené là parce qu'il ne l'a même pas avec lui. Mais c'est vraiment un très très bel ouvrage qui est au cœur du sujet qu'on va traiter aujourd'hui et Jean-Luc vous en dira plus. Ces conférences, la Fondation a souhaité, pour parler aux jeunes, que ce soit les jeunes qui les animent, et on a proposé à l'association Climate d'en assurer l'animation. C'est Anne-Sophie Lahaye qui est présente avec nous ce soir et elle va vous dire 2 mots également sur Climate. Donc merci à vous et je te passe la parole, Anne-Sophie. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi c'est Anne-Sophie, je suis membre du réseau Climate qui a le plaisir d'animer cette fois encore ces conférences sur l'économie circulaire avec Veolia. Pour vous présenter brièvement Climate, c'est un réseau international de jeunes engagés sur toutes les problématiques liées au changement climatique. On essaie de trouver des actions, on essaie de proposer des actions, de trouver des solutions innovantes pour répondre à ces problématiques, tout en sensibilisant les jeunes
aux enjeux actuels et à venir. Climate, c'est vraiment un think and do tank, c'est un laboratoire d'idées et d'actions. Un laboratoire d'idées, d'abord parce qu'on a toute une partie consacrée à la recherche. On travaille sur des sujets totalement différents qui peuvent aller des migrations climatiques à la transition énergétique en passant par la gestion des déchets. Et on réfléchit aussi beaucoup à comment on peut mobiliser la jeunesse, comment la jeunesse peut se mobiliser auprès des instances gouvernementales et pour porter sa voix, notamment lors des prises de décision à l'égard du climat. Et on est aussi un laboratoire d'action parce qu'on veut impliquer dès maintenant les jeunes en les formant à devenir des acteurs clés de la transition. Donc on organise notamment des simulations de négociations climatiques dans les écoles, dans les lycées, un peu partout dans le monde, comme on a la chance d'être un réseau international. Et on participe en tant que représentant de la jeunesse aux conférences internationales, aux négociations climatiques internationales comme les COP et les intercessions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conférence qui porte sur l'alimentation plus responsable, je vais vous demander de participer un petit peu et de prendre le post-it qui est sur votre chaise. Et d'inscrire, donc j'espère que vous avez tous un stylo, d'inscrire en gros et en majuscule, il y a des stylos juste là, oui, d'inscrire en gros et en majuscule un mot clé qui vous fait penser au thème du jour. Donc c'est quoi pour vous une alimentation durable, une alimentation responsable? Donc pendant que vous écrivez votre petit mot-clé, je vous propose de faire une petite pause musicale en accueillant notre musicienne du jour qui s'appelle Mélodie. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début c'était bien, au début y avait rien, la nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique qui s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 dans 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as qu'un, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer pourquoi. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger les fruits dans l'arbre, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins et si bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Alors, pour commencer cette conférence, on va regarder une petite vidéo de notre parrain, qui est Dominique Bourg, et qui nous explique en quoi l'alimentation durable est véritablement un enjeu de demain. Le thème de cette seconde conférence sur l'économie circulaire à la recyclerie, c'est l'alimentation. Et donc, en fait, l'interface alimentation-responsabilité. Parce qu'on va le voir, l'alimentation, c'est lourd, en fait. C'est grosso modo un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un impact très important sur la biodiversité. Et puis, c'est aussi la relation relativement intime entre chacun de nous. L'alimentation, c'est le repas, c'est la convivialité. Eh bien alors, soyons pour une économie circulaire conviviale. Alors du coup, pour enchaîner sur le lien entre l'économie circulaire et l'alimentation, je vais passer la parole à Amélie Rouvin, qui est responsable engagement économie circulaire chez Veolia et qui va nous expliquer quels sont les enjeux de l'économie circulaire et quel peut être le lien avec l'alimentation. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter ce que c'est que l'économie circulaire en quelques minutes et introduire les enjeux de l'alimentation qui vont être par la suite développés par les autres intervenants. Première chose, pourquoi est-ce que c'est primordial de passer à une économie circulaire ? Le constat, c'est qu'on est en surconsommation par rapport aux capacités de la planète. Aujourd'hui, on consomme l'équivalent de 1,6 planètes au niveau mondial. Depuis le milieu des années 70 à peu près, on a dépassé le seuil des 1 planète équivalent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on consomme plus de ressources naturelles que ce que la planète est capable de régénérer. Vous voyez ici la tendance, si on continue comme aujourd'hui, on va consommer plus de 2 planètes à l'horizon 2050. Et vous voyez la tendance qu'il faudrait prendre pour passer à 1 planète équivalent. Un Français, par exemple, consomme l'équivalent de 3 planètes. Et vous avez peut-être entendu à la radio ces derniers jours, ah oui, c'est ce bouton-là, le jour du dépassement, puisque la France a atteint son jour du dépassement il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est rapporter sur une année cette consommation à l'équivalent, à l'échelle de la France, des citoyens et également de la production industrielle. Donc rapporter sur une année. Et en fait, ce jour s'accélère de plus en plus au fur et à mesure des années. Dans les années 70, quand on était à l'équivalent à 1 planète en consommation, ce jour était en fin décembre. Aujourd'hui, on est début août pour ce jour du dépassement. Ça veut dire qu'on est en dette écologique au bout de 7 mois dans l'année. Les autres mois qui restent sur l'année, on consomme ce que la planète ne peut pas régénérer. Donc, pourquoi on en est là ? Il y a 2 causes principales. La première, c'est la croissance démographique. La population, on est 7 milliards sur Terre. En 2050, on va être 9 milliards. Ça veut dire autant de besoins en eau, pour se nourrir, pour se loger, pour se laver, pour s'habiller, pour les transports. Autant de besoins en surface agricole pour l'alimentation. Autant de besoins en énergie. Vous voyez ici la courbe exponentielle de la consommation mondiale d'énergie depuis ces dernières décennies. Et la courbe va encore continuer de cette manière-là pour les années 2050. On n'est pas encore en inversion de courbe. Une illustration pour la biodiversité, parce qu'on entend beaucoup parler du dérèglement climatique, avec la COP21 notamment, le sujet maintenant a pris beaucoup d'ampleur. Mais en fait, parmi les 9 limites planétaires qui existent, la limite qui a été la plus, mais vraiment explosée au-delà du dérèglement climatique, c'est la biodiversité. Et on atteint pratiquement la limite de la planète pour ce qui est de l'acidification des océans. Donc voilà le constat. Et le deuxième élément, je vous l'ai dit, le premier, c'est la démographie. Mais ce ne serait pas gênant, on peut très bien vivre sur Terre à 7 milliards si on consomme comme les Indiens, on l'a vu, qui consomment moins d'1 planète équivalent à l'année. Sauf que le problème, c'est qu'on a un système de consommation qui est linéaire, qui est non soutenable. On extrait les ressources naturelles de la planète,
bien souvent des ressources fossiles, du charbon, du pétrole, qui a mis des millions d'années à se créer, qui génèrent des pollutions, des gaz à effet de serre, et en plus dans des conditions sociales de travail pas faciles. On produit, on consomme, on transporte, on jette. On jette 4 milliards, on produit 4 milliards de déchets par an au niveau mondial. Et sur ces 4 milliards, seulement un quart est valorisé. La bonne nouvelle de ce constat alarmant, c'est qu'on a un potentiel pour valoriser les 3 quarts de déchets qu'on produit. Il y a encore des choses à faire, d'autant que plus de 80% de notre poubelle, potentiellement, est recyclable. Techniquement, on sait recycler les déchets dangereux, tout type de déchets. Donc, plus de 80% de notre poubelle est recyclable. Et aujourd'hui, au niveau mondial, on n'en valorise qu'un quart. Donc, ce constat nous impose de repenser le système pour un système plus vertueux, de changer complètement de paradigme et de faire une bascule vers l'économie circulaire. Je vous ai pris ce schéma puisqu'on est en France, donc le schéma de l'ADEME qui présente 7 piliers, mais il existe d'autres schémas et d'autres définitions. Mais ces 7 piliers sont assez clairs. Et au centre, vous voyez la gestion des ressources. C'est la finalité de l'économie circulaire que d'optimiser, de maximiser la gestion des ressources, de réduire en fait la consommation de ressources. Puisqu'on l'a vu, on est à 1,6 planète en consommation. Donc c'est la finalité de l'économie circulaire, c'est de baisser la consommation de ressources naturelles. Ok. Partant de ce point de vue-là, il y a différents piliers qu'on va voir. Le premier qui est le plus évident, le recyclage, le compostage, la valorisation. Mais j'aimerais que vous ayez en tête le fait que le recyclage c'est bien, mais c'est pas suffisant. On l'a vu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la perte de valeur à chaque étape de processus du recyclage. Par exemple, cet ordinateur portable, neuf, il vaut peut-être 400 €. Est-ce que vous savez combien il vaut une fois qu'il est devenu un déchet, que vous l'avez utilisé peut-être 4 ans ? Il vaut plus que 100 € la tonne de déchets. On passe de 400 € à 100 €. Donc là, il y a un gaspillage de valeur monumental. Alors que si on le répare, qu'on le réemploie, peut-être que je vais prolonger sa durée de vie de 2 ans, ou peut-être que je vais pouvoir le revendre 150 €. Donc là, la valeur est conservée. Donc avant le recyclage, il y a évidemment éviter, réduire, mais il y a toutes les étapes de réparation, réemploi, réutilisation qui conservent plus de valeur. Et même si on imaginait recycler 100% dans un monde idéal de certains matériaux comme le cuivre par exemple, ça ne compensera jamais la hausse de la croissance économique, donc la hausse de consommation de ressources, si on prend l'exemple du cuivre. D'où l'intérêt de réduire la consommation, et on va voir par les différents moyens. Un autre pilier de l'économie circulaire, c'est le sourcing durable. Un exemple, chez Veolia, on gère la centrale biomasse de la ville de Pécs en Hongrie, la 5e ville du pays. C'est la première centrale de cogénération biomasse d'Europe. Plutôt que d'alimenter en gaz pour chauffer et apporter en l'électricité aux citoyens, on source à partir de résidus de bois et de paille des forêts. On a créé plus de 200 emplois sur toute la filière et mené des partenariats de long terme avec les agriculteurs, avec les professionnels de la forêt. Donc il y a aussi un enjeu social dans l'économie circulaire, pas que environnementale et économique. L'éco-conception, c'est penser à l'amont de la production du produit pour minimiser son impact à tous les stades de la durée de vie du produit. C'est par exemple s'assurer que vos smartphones, on puisse enlever la batterie pour la réparer, pour la changer et ainsi pas avoir à changer de smartphone. L'écologie industrielle et territoriale fait aussi partie de l'économie circulaire, y contribue. Là, c'est l'organisation entre les acteurs d'un territoire pour optimiser les flux de matière et d'énergie par l'échange et la mutualisation. Un exemple sur la zone portuaire du Havre, la zone industrielle, on valorise les déchets des industries, on produit de l'énergie à partir de leurs déchets et on les réalimente à partir de cette énergie. Donc là, on est dans une boucle courte d'économie circulaire
Et en plus, on a mené un projet de recherche sur ce site pour capter le CO2 en sortie de cheminée, pour valoriser ce CO2 sous forme gazeuse et potentiellement l'envoyer à 2 sites industriels qui, eux, utilisent du CO2 comme matière première pour leur processus de production de lubrifiant. Mais jusqu'à maintenant, ils se font livrer du CO2 liquide, qui en plus est énergivore, par camion qui vient en dehors de la zone portuaire. Donc là, à travers cet exemple, on essaye de maximiser toutes les ressources qui viennent de ce site avec les industriels voisins. Et le dernier pilier, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc là, c'est l'exemple Autolib. Je loue plutôt que d'être propriétaire. C'est l'achat du service plutôt que l'achat d'un produit. L'intérêt de l'économie de la fonctionnalité, c'est de maximiser l'usage des ressources. Pour une même ressource qui est prélevée de la planète pour fabriquer cette voiture, on va être beaucoup plus nombreux à l'utiliser, elle va plus rouler, donc elle va être plus rentabilisée, il y a un retour. Il faut savoir qu'une voiture reste inutilisée 95% de sa durée de vie. Pour terminer, est-ce que c'est nouveau, tout ça ? Oui et non. Nos grands-parents diraient à notre époque, il n'y avait pas de gaspillage. D'ailleurs, l'économie circulaire s'inspire de la nature, où il n'y a pas de gaspillage dans la nature. Les déchets des uns sont les ressources des autres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est avec l'arrivée du big data, avec la révolution numérique, ça transforme complètement les process, les modes de fonctionnement. Et aujourd'hui, on a des potentiels incroyables grâce à ces technologies. Je vous ai mis ici, juste à titre d'exemple, sur le thème de l'alimentation, quelques applications anti-gaspillage alimentaire. Il en existe une multitude, et on pourra peut-être voir ça après pour la partie questions-réponses. Et pour terminer sur les enjeux de l'alimentation, c'est un sujet sensible. L'enjeu, c'est de donner accès à la population mondiale. On a vu 7 milliards, en 2050, on sera 9 milliards, à une alimentation sécurisée, de qualité nutritionnelle, tout en respectant les limites planétaires, on a vu, qu'on a déjà bien dépassées, puisqu'on a 1,6 planètes équivalent. Et aujourd'hui, vous avez peut-être ce chiffre en tête, vous l'avez déjà peut-être vu, 1/3 de la production mondiale alimentaire est gaspillée. Si c'était un pays, ça représenterait l'équivalent de la Chine en surface. Et ce serait le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc voilà ce que représente aujourd'hui le gaspillage alimentaire. C'est quoi ? C'est une production qui n'arrive pas dans l'assiette du consommateur. Le gaspillage, il se fait à toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis la production agricole, la transformation, évidemment dans les commerces et chez nous en tant que consommateurs. Voilà, time's up. Mais on a la session questions-réponses après pour compléter. Merci. Alors, en parlant de gaspillage alimentaire, je vais passer maintenant la parole à Xavier Corval, qui est fondateur de la start-up Ecosphère et qui, justement, lutte depuis quelques années maintenant contre le gaspillage alimentaire. Bonjour à tous, donc alimentaire et non alimentaire. On n'en parlera pas aujourd'hui de non alimentaire, mais en France, par exemple, c'est quasiment 800 millions d'euros de produits neufs qui sont jetés à la poubelle chaque année. Alors, Ecosphère ne prend pas de U, on est économique sur ce type de voyelle. L'entreprise Ecosphère, c'est une entreprise sociale, c'est une structure juridique commerciale qui est dotée d'un agrément qui aujourd'hui s'appelle l'agrément ESUS et qui consacre en fait dans le mode de fonctionnement de l'entreprise et dans la répartition des bénéfices de l'entreprise, qui consacre ce qu'on appelle la primauté de ses missions d'intérêt général, social et environnemental pour Ecosphère à travers les activités qu'on a développées depuis 2012. Alors, l'enjeu du gaspillage alimentaire, Amélie en a parlé à l'instant, on peut revenir dessus très rapidement. Pour ce qui concerne la France, c'est 140 kilos de nourriture par personne par an qui sont jetés. Au niveau de l'Union européenne, c'est 173 kilos, c'est un peu plus élevé. C'est 12 à 20 milliards d'euros qui sont jetés à la poubelle chaque année. C'est, je crois de mémoire, 143 milliards au niveau de l'Union européenne, ce qui est considérable, avec des objectifs affichés aujourd'hui au niveau du gouvernement français et de l'Union européenne de réduction de 50% de ce gaspillage à horizon 2025.
C'est une des raisons pour lesquelles en France, il y a une politique publique qui s'est mise en œuvre, auquel on a contribué, puisque j'étais rapporteur du comité de pilotage du pacte national contre le gaspillage alimentaire, qui a été signé en juin 2013, qu'on est aujourd'hui dans un second pacte et qu'il y a eu des états généraux de l'alimentation qui sont déroulés en France entre juillet et décembre 2017 sous l'égide à la fois du président de la République et puis du ministre de la Transition écologique et solidaire, avec pour objectif de traiter tous les aspects liés à l'alimentation, toute la chaîne de production, de transformation, de distribution et de consommation pour aller vers ce qu'on a appelé à travers le projet de loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, un équilibre dans cette chaîne de l'alimentation, de la production et de consommation et de distribution de l'alimentation. L'enjeu écologique, Amélie en a parlé aussi. Je reviens de Munich, où je suis allé intervenir hier au salon IFAT, le salon international des déchets, et j'ai eu des discussions auxquelles je ne m'attendais pas du tout sur la situation, la posture de l'Allemagne par rapport à ces sujets-là. En fait, on peut être très bon recycleur et très bon gaspilleur à la fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir une foultitude de filières de recyclage, voire d'économie circulaire sur le déchet au moment où on le prend, et en même temps être très, très bon gaspilleur, c'est-à-dire mettre beaucoup de produits à la poubelle, mais être très bon trieur, avoir beaucoup de filières, et donc l'un et l'autre restent compatibles. Et ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit aller. L'économie circulaire au sens de la mise en place d'un modèle de transition cohérent, en termes de consommation, de production, de transformation, de distribution, c'est à la fois réduire les facteurs de gaspillage et améliorer les conditions de revalorisation de ce qui n'a pas pu être consommé. Et c'est ce qu'on fait chez Ecosphère depuis, je veux bien que vous mettiez la slide suivante, ce qu'on fait depuis 2012. Alors l'idée de départ d'Ecosphère, c'était une plateforme de connexion numérique intelligente entre l'offre quotidienne de produits invendus, invendables et toutes les filières de revalorisation, ainsi que le don aux acteurs de la solidarité, avec un algorithme de calcul de pertinence permettant de qualifier des gisements, d'un côté, des gisements de produits non consommés, à tous les stades, les qualifier par leur quantité, leur fréquence, leurs objectifs de rentabilité, leurs objectifs de performance d'indicateurs, développement durable, RSE, et puis les connecter, les pousser vers toutes ces filières, les acteurs de la solidarité, les acteurs du réemploi, les acteurs du recyclage et les filières d'économie circulaire innovantes en particulier. Alors, aujourd'hui, je vais insister sur un point, c'est que réduire le gaspillage, c'est pas seulement être dans la partie aval, c'est aussi en visibilisant le gaspillage chez nos clients de la grande distribution, par exemple, chez nos clients traiteurs, mais aussi aujourd'hui auprès de beaucoup d'organisations publiques, comme des hôpitaux. Les hôpitaux de Paris nous ont missionnés pour mettre en place un dispositif prototype de réduction du gaspillage des surplus alimentaires hospitaliers. C'est visibiliser le gaspillage pour justement, en 6 mois, avec notre accompagnement, sur les process, sur la culture, grâce à un diagnostic béton au début, c'est réduire tous les facteurs de gaspillage. Et donc ça passe par effectivement une étude des flux de produits non consommés, quel que soit le site. Ça passe par une proposition de mise en place de nouveaux process, souvent une création de nouveaux process, parfois une amélioration de process en matière de tri, d'organisation, de matériel, de management, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le waste management, le management du déchet. Et ça passe aussi par une formation. Parce qu'en fait, ce qui est très important de comprendre pour chacun d'entre nous ici, futurs professionnels ou déjà professionnels, c'est que quand on intervient sur le gaspillage, on n'intervient jamais sur le cœur de métier de l'organisation ou de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Son cœur de métier pour la grande distribution, c'est de vendre des produits, de nous vendre des produits. Le cœur de métier d'un hôpital, c'est de soigner la patientèle et de gérer le personnel soignant. Donc on n'intervient jamais sur son cœur de métier. Et donc c'est une suite de solutions qu'on a construites, où le numérique ne suffira jamais, qui permet d'intervenir sur la conduite du changement des process et sur la conduite du changement de la culture de l'organisation. Et c'est pour ça qu'on a aussi en complément de nos expertises créé un organisme de formation en juillet 2014, qui est le premier organisme de formation RSE-RSO. Donc RSE, vous savez ce que c'est. La RSO, c'est la responsabilité sociétale des organisations. Ça concerne donc les ONG, les collectivités locales, les établissements publics administratifs comme les hôpitaux, les établissements publics industriels et commerciaux comme les gares, en tout cas en France. Et donc, former les collaborateurs à une culture anti-gaspi, même au-delà, aujourd'hui, on parle d'une culture du sans-gaspi, de les former à la fois à une culture de l'économie circulaire, à une sensibilisation aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux, et à la prise en main de nouveaux process. Ça peut aller très loin. Dans les hôpitaux, par exemple, il s'agit de faire valider par les comités d'entreprise et les syndicats
l'adoption de nouveaux gestes par les personnels qui vont donc conduire à réduire les facteurs de gaspillage dans le mode de production ou de distribution de l'alimentation à la patientèle ou dans les selfs. En tout cas, ce qui est très important, c'est cette visibilisation du gaspillage et toute cette partie amont, avant la partie opérationnelle, qui va permettre, par exemple, chez nos clients de la grande distribution, comme le groupe Casino, en 6 mois, d'améliorer l'offre et l'approvisionnement. Et donc, c'est de remonter en aval à ce niveau-là et d'être aussi de remonter en amont et d'être aussi en aval dans cette logique de réseau intelligent d'économie circulaire où il va s'agir au jour le jour, avec notre équipe opérationnelle, d'orienter l'ensemble de ces produits vers nos partenaires associatifs, mais là aussi en fonction de leurs besoins réels. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de structures qui ont suivi Ecosphère et qui ont des modèles qui ne correspondent pas du tout aux nôtres, où par exemple, on impose par des jeux de rapport de force à certaines structures associatives à récupérer 15-20% de déchets. Et puis les déchets qui devaient être collectés, par exemple par Veolia dans la grande distribution, en fait, ils vont se retrouver dans les poubelles des acteurs associatifs qui vont être collectés par les ordures ménagères de la ville. Donc c'est nos impôts qui vont les payer et qui ne vont pas être traités en réalité. Donc ça, c'est l'inverse d'un modèle cohérent. Et donc l'économie circulaire, Amélie l'a dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on cherche aussi les uns et les autres, c'est la mise en place de la cohérence en fait, de l'ensemble des solutions qu'on porte vers un modèle de transition écologique et solidaire. Dernière slide, des éléments de résultat, ça j'ai décrit. Mais voilà, par exemple, chez un de nos clients, Leader Price, chez qui on a installé nos dispositifs de réduction des facteurs de gaspillage et d'amélioration des conditions de revalorisation de tous les produits invendus, invendables, non consommés en 2017. C'est plus de 6000. Alors, ce n'est pas 200 magasins sur toute l'année, mais sur une partie de l'année, à la fin de l'année, c'était environ 200 magasins. C'est 6000 ramasses de produits alimentaires et non alimentaires effectués au profit de nos partenaires associatifs. C'est plus de 100 associations bénéficiaires. C'est plus de 500 tonnes de produits alimentaires valorisés. Donc, plus de 200 000 mètres cubes d'eau non gaspillée de deux manières. Parce qu'un produit qui est jeté à la poubelle et qui est envoyé dans une décharge ou en incinération, c'est un produit qui gaspille de l'eau au niveau de la production initiale de ce produit. Il a fallu de l'eau pour, par exemple, nourrir des plantes, du blé, produire de la farine. Donc c'est de l'eau qui a été finalement gaspillée puisque le produit in fine est jeté. Et puis c'est aussi de l'eau et d'énergie qui sont consacrées à la destruction de ce produit. Et donc on cumule les désavantages. Donc 200 000 mètres cubes d'eau non gaspillée, plus de 2550 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Et puis aussi, c'est très important, plus de 400 collaborateurs qui ont été formés à adopter des nouveaux gestes, parfois avec un petit peu de réticence, mais la plupart du temps avec beaucoup de satisfaction, parce que ça donne du sens, évidemment, à un métier que de rentrer dans cette intelligence que tout le monde comprend, qui consiste à ne pas jeter et à ne pas gaspiller. Et donc avec des taux de valorisation du produit non consommé qu'on appelle la démarque dans la grande distribution qui peut monter facilement à 45%. Voilà, où est-ce qu'il est le timer là? Je ne le vois pas, c'est dépassé. D'accord, donc on a l'occasion de continuer de discuter à travers les réactions au post-it, puis les questions et les réponses qu'on pourra avoir ensemble à la fin des interventions. Merci beaucoup Xavier. Du coup, je vais maintenant passer la parole à Carlota Vicente, qui est chargée de mission à l'INEC, c'est-à-dire l'Institut national de l'économie circulaire, et qui va nous expliquer concrètement en quoi l'économie circulaire peut s'inscrire dans une alimentation durable. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des enjeux et du cadre politique de l'économie circulaire appliquée à l'alimentation. D'abord, je me permets juste quelques mots pour présenter l'Institut. Créé en 2013, et l'Institut s'est rapidement imposé comme structure nationale fédératrice des acteurs ouvrant pour une économie circulaire. Aujourd'hui, nous comptons environ 1200 membres, dont notamment Veolia et Ecosphère. Nous avons donc une démarche vraiment multi-acteurs. Notre mission est donc d'accélérer la mise en œuvre, la transition vers une économie circulaire par l'aide à la réflexion, la communication, l'influence, les études et l'accompagnement. Je vais juste aborder les enjeux. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Amélie. Nos systèmes alimentaires et agroalimentaires aujourd'hui sont confrontés à de nombreux enjeux
sont susceptibles d'interférer avec une définition d'une alimentation durable. Nous attendons de nos systèmes agricoles et agroalimentaires de nourrir une population en croissance avec une alimentation de qualité, une juste distribution de la valeur, de répondre aux attentes sociales, notamment à des questions de bien-être animal ou de l'alimentation biologique, et tout ça à des prix abordables. Si le système actuel a permis en effet l'autonomie alimentaire en France, il se fait accompagner d'importantes externalités négatives environnementales. C'est pourquoi il faut faire évoluer ces systèmes vers des systèmes plus durables et responsables. L'économie circulaire est donc, excusez-moi, je me permets juste de revenir pour dire, bon, c'est pas grave, pour dire que cela dit, ce n'est pas simple parce que la France, elle reste le premier pays agricole de l'Union européenne en termes de volume. Et l'industrie agroalimentaire, c'est la première industrie en France. Donc, ces sujets sont des sujets très sensibles. Donc, l'économie circulaire, c'est un principe d'organisation économique qui vise à découpler la création de valeurs sociétales, économiques, environnementales, sociales de l'impact de l'environnement. Appliqué au système agricole et agroalimentaire, ça veut dire qu'elle vise à maintenir une production alimentaire et non alimentaire de qualité et en quantité suffisante, tout en préservant et en régénérant les écosystèmes. En effet, il faut voir le nutriment biologique comme des ressources dont on peut extraire de la valeur. En effet, dans le système agricole, on va retrouver une prédominance de ce qu'on appelle des flux biologiques, des flux qui vont donc être régénérés dans la biosphère et qui vont donc contribuer à la régénération du capital naturel. Dans un système circulaire, ce flux doivent être, le flux de ce nutriment biologique, ils doivent être bouclés, notamment par un retour de la matière organique au sol, en évitant notamment d'apporter des nutriments provenant de sources non renouvelables comme les engrais synthétiques. Merci. Donc, l'économie circulaire, elle nous invite à voir de la valeur là où jusqu'ici on ne la voyait pas. Elle propose d'opportunités de captation, de création de valeur, notamment en concevant des systèmes de récupération et de traitement efficaces pour transformer les déchets organiques. Cela permet notamment d'équilibrer le flux de matières organiques entre les villes et le milieu rural, parce qu'en effet, les villes sont des endroits où se retrouvent de grandes quantités de déchets organiques et qui ne reviennent pas au milieu agricole, et que les nutriments que ces déchets organiques apportent finissent souvent dans les eaux. Donc, les déchets organiques représentent environ 40% des déchets ménagers, ce qui est beaucoup. Les traitements actuels, comme l'enfouissement et l'incinération, sont des traitements coûteux et qui ont des conséquences environnementales. Il existe plusieurs valorisations possibles, comme la valorisation énergétique ou organique par le compostage. Et cela s'agit donc de boucler le cycle de nutriments en régénérant le capital naturel, notamment par un retour au sol de matière organique, et que dépasse donc la seule gestion des déchets. L'économie circulaire, elle nous invite aussi à faire une utilisation efficace des ressources en évitant justement les pertes et les gaspillages alimentaires par la conception de produits, de menus et des emballages notamment. Nous allons passer maintenant donc, au cadre politique de l'économie circulaire en ce qui concerne l'alimentation. Donc, c'était la loi de transition énergétique en 2015, le premier texte légal qui pose des objectifs en termes d'économie circulaire pour la France. Ensuite, en 2016, nous avons eu la loi Garot, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La France, malgré le fait qu'en France, on gaspille à peu près 10 millions de tonnes par an, c'est l'équivalent à 150 kilos par habitant par an. La France est plutôt un bon élève par rapport à d'autres pays européens et elle est en avance parce que justement elle s'est fait doter d'une loi justement j'en parlerai de mesures proposées par cette loi ensuite. Le gaspillage alimentaire, c'est un fort enjeu pour les politiques publiques. C'est un axe justement de la politique publique de l'alimentation portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ensuite, nous allons donc parler du portage politique qu'il y a eu ces derniers temps en ce qui concerne l'économie circulaire et l'alimentation. D'abord, avec les États généraux de l'alimentation auxquels l'Institut a eu la possibilité de participer dans un atelier d'économie circulaire et bioéconomie. Mais en termes de... Et ensuite en termes de... ensuite, avec la feuille de route pour l'économie circulaire. En termes de les EGA, en ce qui concerne la restitution des EGA, on n'a pas beaucoup parlé de l'économie circulaire. Donc, en tout ce qui concerne l'économie circulaire appliquée aux EGA, elle va être déclinée dans plusieurs documents, notamment dans un projet de loi EGA qui est sorti à la suite de la loi des EGA et qui a déjà été adopté par la Commission des affaires économiques et qui sera voté le 21 mai. Ensuite, d'autres sujets ont été traités dans la FREC, notamment en ce qui concerne le biodéchet, et elle est plutôt traitée dans la feuille de route pour l'économie circulaire. Le 30 juin, il sera annoncé donc les grands axes de volet agricole de la feuille de route économie circulaire, et aussi certains sujets seront traités plutôt dans le plan de bioéconomie. Nous allons donc maintenant regarder juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour voir les principales mesures dans ces sujets, notamment que la loi de transition énergétique, elle propose une valorisation de 65% des déchets et la réduction de la mise en décharge de 50% d'ici à 2025, ce qui implique, justement, pour atteindre ces objectifs, cela implique donc la mise à disposition d'une offre de tri à la source de biodéchets. Donc la loi Garot, elle est importante parce qu'elle vient imposer l'interdiction aux distributeurs de rendre impropres les invendus qui sont encore consommables, et cela c'est très important, et aussi l'obligation de magasins alimentaires, de dons alimentaires, donc de faire des conventions avec les associations caritatives pour la reprise de ces invendus. Ensuite, cela c'était déjà un premier pas. Le projet de loi, il va encore plus loin parce qu'il va engager aussi la restauration collective et propose une série de mesures qui vont justement être reprises dans la feuille de route économie circulaire qui affiche le gaspillage alimentaire comme un objectif clé. Et aussi, la feuille de route propose plusieurs mesures pour créer un cadre favorable à la valorisation de tous les biodéchets. Voilà, c'est en gros le cadre politique, le portage politique pour l'économie circulaire en ce qui concerne l'alimentation. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir notre dernier intervenant qui est Jean-Luc Fessard, qui vient nous présenter son livre de recettes pour sauver le climat et qui vient nous présenter l'association qu'il a fondée, Bon pour le climat. J'ai une diapo avec. Vous savez que je vous admire sincèrement. Parce que moi, j'ai fait pendant 35 ans de la formation et j'expliquais en formation qu'il fallait s'arrêter toutes les heures parce qu'au-delà de 50 minutes, la capacité d'attention des personnes est quasi nulle. Et ça fait déjà 1 heure qu'on vous parle. Et maintenant, c'est mon tour.
voyez dans quelle situation désastreuse je suis, parce qu'il va falloir vous capter l'attention encore pendant 8 minutes, alors que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de minutes de cerveau disponibles. Ça va aller? Je vous embête encore pendant 8 minutes? Sinon j'arrête, hein? Ça va, vous allez... Bon, ben, je vous remercie. Alors, effectivement, j'ai créé une association qui s'appelle Bon pour le climat, il y a 3 ans exactement, à l'occasion de la COP 21. Alors, pourquoi j'ai créé ça? C'est parce que moi, je suis journaliste spécialisé dans l'environnement depuis une douzaine d'années, et j'avais constaté, dans le monde de l'hôtellerie et restauration, je tiens à préciser, et j'avais constaté que les plus vertueux qui se lançaient dans le développement durable dans le monde de l'hôtellerie et restauration, ils avaient commencé par chercher à faire des économies. Économie d'eau, économie d'énergie, lutte contre le gaspillage. Mais il y avait une chose qu'ils n'avaient pas du tout touchée, c'est le contenu de l'assiette. Et ça faisait 5-6 ans, je me disais, il faut absolument les sensibiliser sur le contenu de l'assiette, parce que le poids écologique du contenu de l'assiette est énorme. Et quand j'ai vu arriver la COP 21, je me suis dit, c'est le bon moment. Et donc, avec plusieurs personnes, on a créé cette association qui s'appelle Bon pour le climat, ce qui représente 2 choses. D'abord, un livre, on a abondamment parlé, qui a été... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, c'est parce qu'on a eu le prix de l'environnement Veolia 2017, ce dont nous sommes très fiers avec mon co-auteur, qui s'appelle Yves. Et puis surtout, c'est une action. Parce que je vous ai parlé de COP 21, savez-vous à combien de COP on en est maintenant? La dernière, c'était la 23. Ça s'est passé à Beaune, la 22 s'est passée à Marrakech, et la prochaine se passera en Pologne, je ne sais plus trop où. Bon. Alors, quand on voit ça, qu'est-ce que ça veut dire 21, 22, 23, 24? Pourquoi ces chiffres? D'où ils viennent? Pardon? C'est le nombre d'années. C'est-à-dire que nous avons en haut lieu des gens qui discutent depuis 23 ans sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'on se prenne des désastres climatiques incroyables. À 21, paraît qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Depuis, il y a un certain Trump qui s'est barré, mais enfin bon. Ça veut dire quoi? C'est très long, c'est trop long. C'est pour ça que moi j'ai dit, arrêtons de discuter, arrêtons de négocier, et on passe à l'action. Avec toutes les limites que ça peut avoir. Alors c'est une action qui a obtenu le label COP21, et qui a obtenu le label COP22, parce qu'on est à la fois en France et à la fois au Maroc. Alors, c'est quoi être bon pour le climat? Eh bien, c'est déjà faire des plats qui vont respecter 3 critères. On s'adresse, nous, aux hôteliers, aux restaurateurs. Le premier critère, qui a un impact extrêmement fort, c'est le respect de la saison. Et là, il y a un problème. Je vous mets au défi de me dire les produits qui sont vraiment de saison ou pas. Je donne un exemple. La tomate, est-ce que c'est de la saison? Alors, certains disent non, d'autres disent oui. Pourquoi? Ça dépend d'où elle vient. Alors, elle est de saison où, la tomate? Peut-être qu'au Maroc, elle y est. En France. Elle n'est pas en France? Ça dépend où on est en France. Si on est dans le sud, si on est dans le nord. Bon. Mais quand je dis ça, c'est qu'on est, la plupart d'entre nous, on a perdu totalement nos repères, et nos distributeurs se gardent bien de nous dire qu'est-ce qui est de saison, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mieux que ça, il y a un vrai défi, ça je vous assure, c'est extraordinaire. Moi, j'interviens dans des tas de colloques sur le développement durable. Je vous promets, je passe mon temps à hurler, parce que dans les buffets en plein hiver, on se met un plaisir incroyable à nous mettre des tomates cerises. Et ça me fout en l'air. Bon. Alors j'ai du boulot auprès des traiteurs pour qu'ils arrêtent. Il paraît que c'est parce que les clients aiment ça. Bon. Bon. Alors le deuxième critère, c'est le local. Et là, je dois dire que je l'ai mis, pas parce que ça a un impact fort sur le climat, mais parce qu'il est vital en France de préserver une agriculture nourricière et d'arrêter de vouloir nourrir le monde alors qu'on n'est pas foutu de nourrir notre propre pays. Moi, je vais toujours dans les magasins bio. Je vous promets, actuellement, ça m'énerve, mais dans les magasins bio, je trouve des produits qui viennent d'Espagne, d'Italie, du Maroc. Alors, j'aime beaucoup ces pays, mais je trouve que c'est quand même un peu lamentable. On est dans un système totalement qui marche sur la tête. Alors, le local, je l'ai mis plus pour préserver l'agriculture
local que parce qu'il y a un enjeu climatique énorme. Et le dernier critère qui impacte énormément, c'est le végétal. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête d'aller au restaurant, manger dans les restaurants qui se croient le top de la gastronomie mondiale, à savoir nos restaurateurs, parce qu'un restaurateur français, bien constitué, normalement, il vous met de la protéine animale en entrée, il vous met de la protéine animale en plat, et il vous met de la protéine animale en dessert. C'est-à-dire ce qui a toutes les chances d'avoir un bilan carbone absolument désastreux. Alors, on va avancer. L'idée, ça va être de voir comment on peut réduire justement l'impact de notre alimentation. Et là, je vous ai mis un petit schéma qu'on va voir. Pardon ? C'est pas à moi que ça s'adresse ? Bon. Là, il faut savoir, le repas moyen en France, c'est 2,5 kg de CO2 dégagés par un repas. Alors, pourquoi on parle de CO2 ? C'est des chiffres qui sont basés sur les chiffres de l'ADEME. L'ADEME nous soutient. Et c'est le critère qu'ils ont pris. Il peut y avoir du méthane à l'intérieur, je vais revenir là-dessus. Il peut y avoir un certain nombre d'autres gaz à effet de serre, du protoxyde d'azote, etc. Mais on ramène ça tout en des grammes de CO2. J'ai dit comme une évidence effet de serre, ça vous parle, ça, les effets de serre ? Oui, je ne parle pas hébreu quand je parle effet de serre, non ? Vous êtes suffisamment sensible. Bon, d'accord, ok. Sinon, j'explique, hein. Mais il me faut 10 minutes. Alors, on va avancer, d'accord ? Alors, prenons la consommation en général. Et là, le premier type de repas, c'est le repas classique à base de bœuf. Un repas classique à base de bœuf, c'est aux alentours de 5 kg de CO2. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a des articles dans la presse qui ont dit « le burger détrône le jambon beurre ». Et les journalistes qui écrivaient là-dessus présentaient ça comme un drame national. Personnellement, j'ai fait un papier en disant que c'était un drame pour la planète. Ce n'est pas la France qui est en question, c'est la planète. Pourquoi ça ? Un hamburger, même le plus basique, 5 kg de CO2. Alors que le jambon beurre, 1 kg 250. 4 fois moins. Donc, il vaut mieux du jambon beurre que du hamburger. Vous voyez ? Alors, quand je dis ça, donc on peut se dire, je vais réduire ma consommation de bœuf. Donc si on réduit, on a un impact, ça réduit effectivement les gaz à effet de serre. Mais ça ne suffit pas. Après, on va remplacer la viande rouge, on va mettre de la volaille. Et là, l'impact est vachement meilleur. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir des produits de saison, on va choisir des produits locaux, et si on peut, on va mettre du végétal dans son alimentation. Le problème de la restauration française, c'est pas qu'il y a de l'animal, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de végétal. Si vous êtes végétarien dans les restaurants français, vous êtes puni. Parce que, alors qu'en fait, nous, on ne pousse pas pour que les gens deviennent végétariens, on dit que c'est un équilibre, mais il faudrait que dans les repas, il y ait au maximum 1/3 d'animal pour 2/3 de végétal. Et si on fait ça, on fait baisser le poids carbone de son alimentation. On peut passer ? Alors, je vous épargne ça, c'était la même chose parce que, mais ça, les personnes qui étaient présentes avant moi en ont parlé, donc on va passer vite. Maintenant, quand on parle d'économie circulaire, on peut limiter le gaspillage. En aval, on l'a évoqué, ça a été dit, il y a Xavier qui a donné des tas de chiffres effrayants. Mais ici, j'ai fait venir une chef qui s'appelle Cécile Régnier, qui est venue et nous a parlé de ce qu'elle fait, elle, au niveau de Crocs. C'est un petit traiteur. Et ce qu'elle fait est absolument génial. Je vous ai mis un plat qu'elle a fait. On a présenté ça lors du salon de l'agriculture. Et elle est totalement investie dans cette idée qu'on doit réduire le poids carbone de son alimentation, qu'on doit réduire les déchets. Et ce qu'elle nous a préparé, c'était des petites tartelettes comme ça, aux pommes. Alors, en quoi c'est vachement bien ? C'est que toute la pomme est utilisée. Vous avez là le petit morceau de pomme. Vous avez en dessous de la compote de pommes qui est faite à partir des déchets. Et surtout, ils ont utilisé y compris le trognon pour faire une gelée. Et donc, il y avait une gelée de pommes qui était mise sur le petit gâteau. Et je vous assure, c'était totalement délicieux. Zéro perte. Tout était bon et tout a été consommé.
Je ne vous cache pas, les gamins et les gamines dans le salon de l'agriculture, ça a eu du succès, ce qu'on a proposé. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, j'invite tous les intervenants à venir ici et à s'asseoir. Juste avant, je voulais rebondir sur du coup, les 3 critères de ce qui est bon pour le climat. Et je voulais vous féliciter parce que c'est ce que vous avez spontanément mis sur vos post-it. Des produits de saison, des produits végétaux, de l'agriculture locale aussi. Vous aviez mis des circuits courts, donc ça revient un petit peu à ça. Qualité, santé, agriculture raisonnée, partage, préservation, transition, anti-gaspillage, solidarité, conscience, harmonie. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions à poser à nos intervenants. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Jean-Luc. Vous avez estimé à 2,5 kg de CO2 pour un repas avec de la viande, avec du bœuf. Et après, pour pouvoir comparer avec un repas végétal et de saison, vous l'estimez à combien de kilos de CO2 ? Alors, 2,5 kg, c'est la moyenne de ce qui est consommé en France. Okay. La moyenne des repas des Français. Si c'est avec du bœuf, c'est 5 kg, c'est le double. 5 kilos. Si c'est avec du végétal, c'est moins de 500 grammes. Ok. Donc, Voilà. voilà. Et donc les proportions vont de... Alors, si vous voulez, après, on incite pour que les chefs fassent des menus au maximum entrée, plat, dessert avec 2,2 kg. Ok. En moyenne. Alors, bon, par exemple, quand je suis allé au Maroc, les gars m'ont dit le méchoui, qu'est-ce qu'on fait avec le méchoui ? On n'a plus le droit au méchoui. Je leur ai dit le contraire, les gars. C'est un repas de fête. Vous en faites une fois de temps en temps. Donc, de temps en temps, vous vous éclatez avec votre méchoui et le reste du temps, la gastronomie marocaine est beaucoup plus à base de végétal que la gastronomie française. Vous faites votre gastronomie à vous. C'est une question d'équilibre. Merci. J'ai répondu ? C'est bon ? Oui. Bonjour, Marie Pentier, je suis étudiante en biodiversité. J'avais une question, d'abord merci à tous pour vos présentations. J'avais une question pour Xavier Carval. J'ai vu que vous travaillez à la fois avec les collectivités, les associations caritatives, la grande distribution, les industriels aussi, étant donné que je crois que vous réutilisez des déchets à base de tomates pour faire des peintures, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez aussi des projets qui englobent le premier maillon de la chaîne, à savoir les agriculteurs, et aussi les consommateurs, ou est-ce que ce n'est pas dans vos champs d'action ? Les agriculteurs, non. En fait, quand on construit une entreprise, une start-up, on pense qu'on va aller sur tous les sujets à la fois au début, et puis à un moment ou à un autre, on se spécialise et on évolue là où on est les meilleurs. Les agriculteurs, non. En revanche, les consommateurs, vous avez compris qu'on fournissait des services professionnels aux professionnels. Mais les consommateurs, on commence à les aborder de deux manières. D'abord, le consommateur, c'est aussi un responsable de gaspillage dans la grande distribution. C'est ce qu'on appelle la casse client. C'est-à-dire le consommateur qui, par son comportement, son incivisme, déplace du produit surgelé dans les textiles ou qui laisse des produits à la coupe parce qu'il n'a pas osé dire que c'était trop cher pour lui à la caisse. C'est un consommateur qui est facteur de gaspillage. Il est en général soit par incivisme, soit parce qu'il considère que parce qu'on serait dans la grande distribution, finalement le produit n'a pas de valeur, parce que la grande distribution sera censée se gaver et être méga riche et pourrait se permettre ce genre de gaspillage. Donc c'est une erreur de citoyen et de manque de conscience, le mot a été évoqué, qui est assez flagrante. Deuxième chose, on a avec Guillaume Garot, dont on a présenté la loi tout à l'heure. D'ailleurs, je vais faire juste une petite remarque avant d'aller sur l'enjeu éducatif pour les consommateurs. C'est que la loi Garot, c'est effectivement à la fois une interdiction de dégrader des produits propres à la consommation humaine, donc de mettre des produits encore consommables par la personne humaine à la poubelle,
C'est une obligation d'avoir une convention de don de produits invendus avec une association prête à l'emploi, mais ce n'est pas une obligation de donner. Il n'y a aucune obligation de donner des produits, et c'est bien comme ça, parce que ce n'est pas le cœur de métier de la grande distribution de donner. Donc effectivement, interdire les produits encore consommables dans la poubelle, c'est une très bonne chose. Avoir une convention prête à l'emploi de don auprès du secteur de la solidarité, c'est très bien, mais il n'y a pas d'obligation de donner, c'est très différent. Alors, avec Guillaume Garot, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, où je participais à l'atelier gaspillage, l'atelier 10, on a convenu, avec un certain nombre d'acteurs aussi, que l'enjeu éducatif était désormais fondamental et prioritaire dans une éducation à l'alimentation responsable et à la lutte contre le gaspillage pour les enfants, pour les scolaires. Et donc, on a commencé à construire un ensemble d'outils nouveaux de mobilisation à travers les programmes scolaires ou périscolaires des enfants, de la maternelle jusqu'aux universitaires, pour effectivement faire en sorte que ce maillon faible en fait, de la politique contre le gaspillage alimentaire soit désormais, à travers les mobilisations des États généraux de l'alimentation et d'autres, un enjeu considéré comme étant fondamental. Donc il y a des choses qui vont se passer avec Ecosphère et d'autres acteurs dans le courant de l'année 2018 et de l'année 2019. Bonsoir. Moi, je vais juste rebondir sur cette question. Je voulais savoir si vous ne travaillez pas avec des agriculteurs, est-ce que vous mettez en place quand même des solutions pour avoir un approvisionnement plus responsable? Un approvisionnement plus responsable, donc, pour la grande distribution par exemple. Alors, un approvisionnement plus responsable, il y a des éléments qui ont été évoqués ici, comme les circuits courts, comme le local. La partie sur laquelle nous, on va intervenir le plus aujourd'hui, c'est de considérer qu'à travers... Alors, quand j'évoquais tout à l'heure la visibilisation du gaspillage, en réalité, ça nous conduit, nous, à faire des analyses de données extrêmement précises et extrêmement poussées sur à la fois ce qui se retrouve dans la poubelle, ce qui va être détourné de la poubelle par nos activités, ce qui va être orienté vers les acteurs de la solidarité ou d'autres filières de revalorisation. Et le diagnostic extrêmement précis, secteur par secteur, rayon par rayon, de ces quantités de produits-là, va nous amener à appuyer ce qu'on appelle la gestion de la démarque dans la grande distribution, et donc à leur permettre d'améliorer leur approvisionnement sur le choix en fait, des produits qui sont ensuite proposés, donc offerts, comme on le dit, aux consommateurs. Donc c'est la partie sur laquelle nous, on va être le plus expert en fait. Les États généraux de l'alimentation, pendant que la question se pose, là, ont aussi décidé de proposer qu'il y ait une extension en fait, de la loi Garot à la restauration, privée, à la restauration commerciale et à la restauration collective publique, à la restauration collective privée et à la restauration collective publique, c'est-à-dire notamment les hôpitaux ou les restaurants d'entreprise. Donc il y a des projets aujourd'hui qui vont dans le sens où la restauration collective aurait aussi pour interdiction de conduire à la poubelle des produits encore propres à la consommation humaine. Pour commencer, une petite plaisanterie. Les pommes étaient bio ou pas? De la tarte aux pommes. Est-ce qu'elles étaient bio? Oui. Voilà. Ah oui, ah oui. Voilà. Voilà, ça je ne l'ai pas dit. C'est ça. Cécile ne se fait que du bio. C'est ça. Alors, cette plaisanterie, pour rebondir sur la notion de transparence, je pense qu'une des difficultés que nous avons à avoir une alimentation plus responsable et être vraiment dans le cercle vertueux de l'économie circulaire, c'est la transparence par rapport à ce que nous mangeons. Et effectivement, faire des compotes, des gelées avec la peau, etc., mais ça dépend de ce qu'il y a dans la marmite. Et cette notion de transparence, là, je crois qu'elle est indispensable pour les plus jeunes présents et également pour les plus âgés. Parce que quand on veut reprendre des process anciens, on a parlé de la transmission, on n'a pas les mêmes produits. Donc en fait, reprendre des process mais avec des produits différents, c'est justement pas cohérent. Je vous remercie. Là, il y en a plusieurs qui ont mis la notion d'agriculture raisonnée. Pour moi, l'agriculture raisonnée, c'est le cache-sexe de la FNSEA. Et je pèse mes mots. Ça veut dire quoi l'agriculture raisonnée? Ça ne veut rien dire. Madame a parfaitement raison. Le sourcing des produits est extrêmement important. Nous, on essaie de travailler avec les agriculteurs.
il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de se lancer dans l'agriculture qu'on appelle sur sol vivant et qui font tout un travail extraordinaire parce qu'effectivement, les produits, l'agriculture raisonnée, c'est la FNSEA qui dit nos agriculteurs sont vertueux, ils mettent moins de produits phytosanitaires. Moi, je les ai crus. Puis étant journaliste, on a accès à certaines conférences. Il y a des scientifiques qui nous ont expliqué, c'est vrai qu'ils en mettent moins, mais les molécules qui sont mises sont 10 000 fois plus toxiques que celles qu'on mettait il y a 20 ans. Donc, au final, par rapport à la biodiversité, par rapport au vivant, c'est un désastre absolu. Actuellement, si vous lisez un peu, je voyais quelqu'un qui est avec un bouquin là sur les arbres et tout, il y a des gens qui sont dans l'agroforesterie qui nous expliquent que dans les sols, il y a tout un réseau de champignons, ça s'appelle le mycorhize, qui fait que les plantes communiquent entre elles. Eh bien, les agriculteurs, avec leurs pesticides et leurs fongicides, passent leur temps à tuer ces champignons, alors que c'est fondamental. Les agriculteurs qui fonctionnent de façon extrêmement intéressante ont arrêté le labour, ils font sur sol sans labour, et leur critère à eux, c'est la quantité de vers de terre qu'il y a à l'intérieur de la terre. Et les vers de terre, c'est absolument fabuleux, le boulot qu'ils font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de labourer la terre parce qu'eux le font. Bon. Et ça depuis des millénaires. Donc vous voyez, alors le sourcing, vous avez totalement raison, il faut vraiment faire extrêmement gaffe. Et même dans les magasins bio, faites gaffe parce que si vous allez dans certains magasins bio, en plein hiver, il y a des tomates. Si vous allez dans un magasin bio où il y a des tomates en plein hiver, il y a un problème de cohérence quelque part. Donc allez dans ceux qui n'ont pas de tomates en hiver. Je ne citerai pas des marques, mais j'ai bien envie. Bonsoir. J'ai une petite question qui concerne la restauration collective, alors que ce soit les cantines ou en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au graphique que vous aviez présenté tout à l'heure sur la réduction de la viande bovine et sur les circuits courts, on converge vers quelque chose? Parce qu'il me semble qu'il y a quelques mois, au moment des États généraux de l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui avait du mal à passer. Et c'est quand même une grosse partie de la production alimentaire. Concernant la restauration collective, il y a une très bonne nouvelle. C'est dans les maternelles, dans les scolaires, que l'on a le plus de repas bio. Pourquoi ça? C'est parce qu'il y a les parents d'élèves qui appuient, il y a des politiques qui ont compris que ça pouvait être porteur, et puis il y a des responsables d'établissement et des chefs de cuisine qui, eux, ça les amuse parce qu'au lieu de passer leur temps à ouvrir des poches, ils ont de nouveau le contact avec les producteurs. Donc ça bouge dans la restauration collective, mais c'est vrai que c'est très très difficile parce que c'est des structures qui sont hyper centralisés au niveau des approvisionnements. Ils ont énormément de mal à donner l'autorisation à leurs collaborateurs en local de travailler avec des petits producteurs locaux, etc. Mais heureusement, ça bouge parce qu'il y a des politiques qui, dans les cahiers des charges, mettent des critères de durabilité et ça bouge. Et malheureusement, ça bouge plus en restauration collective qu'en restauration commerciale. Parce que justement, il y a l'injonction des politiques, des parents d'élèves, etc. Bonsoir. Alors moi, je voulais poser une question sur les emballages. Donc, est-ce que les emballages, ça ne rentre pas aussi dans une alimentation beaucoup plus durable? Parce qu'une grande partie de nos déchets, c'est quand même des emballages alimentaires qui peuvent être recyclés, mais même là, comme on l'a dit, c'est quand même, il y a une perte dans le matériel, une perte de qualité, mais même la production de ces emballages, ça produit quand même énormément, ça coûte énormément d'énergie, ça prend énormément de ressources. Donc comment aller vers soit moins d'emballages ou des emballages qui sont moins coûteux pour l'environnement ou plus facilement recyclables? Parce que je pense que quand même, on parle de l'alimentaire et une grande partie de nos poubelles, si on regarde, c'est quand même des emballages alimentaires. Effectivement, la question de l'emballage... Je fais partie, moi, de groupe de travail à l'international où tous les secteurs d'activité travaillent ensemble, que ce soit les industriels qui mettent sur le marché des emballages, les producteurs de plastique d'emballage, nous, on valorise les déchets, donc nous, on est plutôt à la fin de la chaîne de valeur. Et en fait, tous ces acteurs ensemble travaillent à cette problématique-là. Pour les industriels qui mettent sur le marché les emballages, un des éléments, c'est la conservation. C'est que ça permet de conserver et de préserver les aliments. Donc, il y a quand même une fonction
qui à l'origine a été utile. Maintenant, on voit le problème des plastiques qui se retrouvent dans les océans. C'est tellement dramatique que le problème est pris, l'enjeu est pris. Après, c'est complexe à mettre en œuvre. On le voit même là pour les filières bio, où les aliments bio sont emballés pour le coup. Ça, c'est la réglementation européenne qui oblige ça. Ça nous paraît aberrant, mais pour être séparé en fait, des autres aliments. Donc, il y a des réflexions auprès des acteurs au niveau international, vraiment, de travailler sur ces sujets. C'est des processus qui prennent beaucoup de temps parce que pour remplacer un emballage plastique par autre chose, ça veut dire des années de recherche. Nous, on travaille par exemple avec des différents industriels sur la biodégradabilité des plastiques. Donc remplacer par exemple certains emballages ou les sacs. On a un gros souci avec les sacs biocompostables, soi-disant. Nous, on les retrouve dans nos sites de compostage. Ils sont toujours là pour beaucoup. Donc on travaille vraiment avec les industriels qui mettent sur le marché pour leur dire ça, en fait, biocompostable, dans la réalité, ça ne se dégrade pas. Voilà. Sur les emballages, une petite anecdote. Moi, j'ai été visiter l'usine Paprec qui recycle les bouteilles plastiques. Et on vous a bien expliqué que dans nos poubelles, pour réduire le volume des poubelles, il faut écraser complètement les bouteilles plastiques de façon à ce qu'elles soient les plus plates possibles. Eh bien, c'est une connerie. Parce que pour recycler les bouteilles plastiques, il vaut mieux qu'elles soient le plus intactes possible. Parce que l'industriel qui les recycle a énormément de mal de partir à des trucs complètement tassés. Oui, y compris dans ces scénarios-là, il y a des choses aberrantes qui sont préconisées. Alors qu'en fait, dans le recyclage, on fait des choses tout à fait... Alors, l'idée, c'est de diminuer les emballages, ça c'est une certitude. Mais il ne faut pas oublier que ça permet de conserver les aliments, donc ça limite la perte, le gaspillage, et il y a aussi des enjeux d'hygiène derrière. Donc les emballages sont de toute façon, d'une façon ou d'une autre, utiles. Mais après, c'est comment est-ce que justement on raisonne cycle de vie complet, c'est-à-dire comment cet emballage qui a été indispensable, on va le récupérer et on va le recycler, en refaire, ça va devenir une ressource pour autre chose. Je vais compléter ça en fait avec une vision macro pour le coup. Peut-être que l'Institut de l'économie circulaire complétera. C'est qu'en France, on n'a pas encore vraiment de marché du produit fait à partir de ce qu'on appelle la matière première secondaire. Il n'y a pas de fiscalité, par exemple, incitative, une TVA diminuée qui serait appliquée à un produit, un plastique ou un autre type de produit qui serait composé d'une majorité de matières premières secondaires, donc d'autres composants ayant déjà servi auparavant dans leur cycle de vie. On a très peu, en France, considéré qu'il était important de favoriser l'émergence et le développement de ce marché des matières premières secondaires, donc de produits composés à partir de matières recyclées. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a des obligations de traitement et de revalorisation de déchets aujourd'hui qui sont très importantes. Et par exemple, les cartons, on a parlé des plastiques, mais les cartons auparavant qui étaient collectés et pré-traités en France, ils étaient envoyés en Chine où ils étaient retransformés. La Chine a fermé ses frontières. Et donc les cartons restent en France et on n'a pas les filières aujourd'hui de revalorisation qui ont un modèle économique qui rendent pertinent le recyclage, un travail de R&D pour les revaloriser, les recycler, les faire rentrer dans des filières d'économie circulaire structurées avec un modèle économique, parce qu'on n'a pas ce marché-là et qu'il n'y a pas de fiscalité incitative. Et c'est un vrai sujet de la feuille de route pour l'économie circulaire. C'était déjà une réponse très complète. Donc moi, je veux juste rajouter que en fait, la feuille de route pour l'économie circulaire, elle prévoit justement de favoriser l'intégration de matières premières recyclées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière et qu'on ne trouve pas de réponse dans la feuille de route. Mais on peut s'attendre que des mesures vont être mises en place justement pour créer des marchés pour la matière en plastique. Mais ces problèmes-là, ce n'est pas un problème... notamment par rapport au fait que la Chine a interdit l'importation de certains déchets, en fait, ça a affecté tout le marché mondial. Donc, ce n'est pas un problème spécifique de la France. Après, le fait que la Chine a fermé, n'accepte plus certaines catégories de déchets, ça a affecté tout le marché européen. Et le marché américain aussi, surtout sont les deux marchés les plus affectés par cette mesure.
Donc voilà, ce sont de vrais enjeux derrière et que la feuille de route, elle ne peut pas, dans une feuille de route, tout résoudre. Voilà, mais bon, à suivre. Et sur la réduction des emballages dans l'alimentation, on a parlé donc du rôle du consommateur, on a parlé du rôle des industriels, des entreprises, des startups. Il y a aussi le rôle des collectivités locales. Et on a la chance ici à Paris d'être dans une ville qui est très engagée dans l'économie circulaire, qui a lancé son plan climat-économie circulaire, à l'intérieur duquel il y a le développement des commerces de proximité en vrac, sans emballage. Il y a déjà un premier magasin qui a ouvert et il y a d'autres magasins dans Paris qui vont ouvrir. Donc ça, c'est vraiment l'initiative de la mairie de Paris, sous l'impulsion beaucoup aussi des citoyens qui se manifestent, qui a pris cette démarche d'ouvrir des magasins en vrac. Du coup, on va prendre la dernière question, voilà, monsieur, avant de conclure. Une question dans la continuité d'une question qui a été posée précédemment. Monsieur Fessard, vous avez très bien illustré l'impact environnemental de la consommation de protéines animales, et en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez également évoqué les grands sommets internationaux, les COP. On pourrait citer également le One Planet Summit plus récemment, dans lequel il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur des sujets comme l'efficacité énergétique des bâtiments, la production d'énergie, les transports. Par contre, j'ai un peu l'impression que le sujet de l'alimentation et justement de l'impact écologique de la production de protéines animales et les émissions de l'agrobusiness de manière générale, en fait, c'est un sujet qui n'est pas évoqué pour moi, enfin pas assez en tout cas pas assez communiqué. Oui. Alors, il faut savoir, il y a une raison historique. Au moment où les COP se sont lancés, se négociaient au niveau international les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et les gens de l'Organisation mondiale du commerce sont allés voir les organisateurs des COP en leur disant pas touche à l'alimentation, pas touche à l'agriculture, parce que dans certains pays, c'est des agricultures qui sont subventionnées, donc il y aurait distorsion de concurrence. Et les gens des COP ont accepté de ne pas parler agriculture-alimentation. La première fois on en a parlé, c'est pour la COP 21, ça a continué à Marrakech, ça a continué à Beau, mais c'est rentré de façon très récente. Et c'est vrai que moi je côtoie les gens des COP, leur logiciel c'est l'énergie, c'est le bâtiment, c'est le transport. Mais l'alimentation, l'agriculture, c'est complètement en dehors de leur radar pour cette raison historique. Alors, je n'ai pas dit, mais quand je parle de poids carbone, etc., si vous allez sur notre site bonpourleclimat.org, on a un monsieur qui s'appelle Shafi Kazal qui nous a mis au point un éco-calculateur basé sur les chiffres de l'ADEME et qui permet de calculer le poids carbone d'une de ses recettes. Ça peut servir. Voilà. Alors, juste brièvement, avant de conclure, je vais juste passer la parole de nouveau très très rapidement à Xavier Corval, qui a une petite annonce. L'environnement, c'est plus de 33% d'offres d'emploi, donc d'éco-activité. En 2017, c'est un des secteurs les plus créateurs d'emplois. Et comme Ecosphère recrute en ce moment, j'en profite pour vous indiquer quels sont les types de postes qu'on recherche, dont vous pourrez discuter avec moi si vous le souhaitez, ainsi qu'avec Antoine Bouchot, qui est présent, qui est responsable de la communication partenariale d'Ecosphère, qui est là. Donc on recherche des postes de chef de projet, des consultants auprès des collectivités locales, auprès desquelles on développe beaucoup d'activités de conseil opérationnel et de mobilisation de territoires zéro déchet, des spécialistes de la réponse aux appels d'offres et aux appels à projets, un responsable système d'information, et puis aussi notre futur assistant ou assistante administrative et comptable. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y a un mail là, c'est rh@ecosphère100u.com. Merci. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus et merci pour vos questions. Juste pour conclure, je vais passer la parole à Fanny pour le dernier mot de conclusion. Merci à tous. On va conclure parce que le restaurant va ouvrir. On va libérer l'espace. Un grand merci à nos intervenants qui ont partagé leur expertise avec vous ce soir. 2-3 mots sur les messages essentiels. Donc, on a vu que l'alimentation, c'était 30% de notre impact gaz à effet de serre. C'est un secteur très, très important. C'est un tiers de gaspillage. Donc, on voit les leviers d'action qu'on a. Ça impose de repenser vraiment les modes de production, de consommation pour éviter de gaspiller, éviter de polluer. Xavier nous a parlé d'innovation et de solutions très concrètes qui vont permettre de connecter les émetteurs de ces pollutions, de ces gaspillages, avec des récepteurs qui vont essayer de mettre en place des boucles d'économie
l'économie circulaire. Carlotta nous a expliqué que pour penser ce modèle, il y avait des politiques publiques. C'est important de mobiliser les acteurs et d'avoir un cadre réglementaire, légal. Il y a des incitations financières qui vont être stratégiques aussi pour impulser ce nouveau modèle, parce qu'on sait très bien que si la pollution et le gaspillage ne sont pas taxés, ça n'impose pas de changer ces modèles. On a Jean-Luc qui nous a donné la recette de ce qui permettait de limiter nos impacts. Donc le local, le végétal de saison, vous l'aviez dit dans vos post-it, donc je pense que vous étiez bien inspirés et déjà bien informés. Qu'il valait mieux, je retiens, du jambon beurre que du hamburger. Je pense que là, ça rime et c'est marrant. Donc, ce n'est pas que du végétal. Hein. On peut laisser la place à la viande, mais de manière modérée. Et qu'une bonne recette, c'était donc 1/3 d'animal versus 2/3 de végétal. On a posé la question là, de la transparence. C'est vraiment un sujet important. Le sujet, c'est d'être informé, de comprendre la complexité de tous ces sujets pour, en tant que citoyen, être vraiment acteur de ce changement dans vos choix de consommation et dans vos choix aussi de vote pour impulser cette nouvelle économie. Donc pour poursuivre ces discussions, on vous donne rendez-vous le 11 septembre prochain à 18h30. Là, on vous parlera de mode de vie durable, donc vaste sujet. Un grand merci aussi bien sûr à Climates qui a animé donc Anne-Sophie cette conférence. Et Mélodie qui a dû nous quitter mais qui a fait l'ouverture en musique, vous la retrouverez sur Instagram. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Et Amélie Rouvin, pardon bien sûr, de Veolia.